au DLA de nous avoir permis de présenter aujourd'hui cette thématique qui, ma foi, est forte d'actualité. Avec la crise sanitaire en fait, que nous avons connue et puis le confinement de la population qui a été décidé au mois de mars, le recours au télétravail en fait, c'est largement généralisé ou démocratisé, on va dire. Selon les chiffres qui ont été fournis par le ministère du Travail, 5 millions de Français ont télétravaillé à compter de la mi-mars. Alors certains le faisaient déjà avant la pandémie, mais pour beaucoup, ça a été une expérience nouvelle. Et pour beaucoup, d'ailleurs, ça a été jugé comme une expérience positive. Et bon nombre d'entre eux souhaitent aujourd'hui poursuivre cette modalité d'organisation du temps de travail, y compris dans une période post-Covid-19. De leur côté, en fait, les employeurs, eux, ont pu apprécier aussi l'intérêt de cette organisation et en même temps, appréhender les failles de ce système dans la mesure où, dans bon nombre de cas, finalement, il a été mis en place par la force des choses, dans l'urgence et sans réflexion préalable. Alors, la période de crise étant, espérons-le, terminée, il est temps de réfléchir un peu à froid à un cadre juridique. Alors, soit pour pérenniser le télétravail, soit à minima pour faire face dans de meilleures conditions à une utilisation plus ponctuelle, voire une éventuelle nouvelle crise. Alors, on va aborder dans ce webinaire effectivement les contraintes juridiques, les règles applicables qui parfois sont jugées un peu dissuasives par les employeurs, par les managers et les employeurs. Alors, voilà, nous allons aborder donc l'encadrement du télétravail, c'est donc le paysage juridique, les conditions dans lesquelles vous pouvez mettre en place le télétravail, sachant que cette mise en place, les conditions de la mise en place ont été modifiées par les ordonnances Macron et la loi de ratification de 2018, importante. On va aborder dans un troisième temps l'organisation du télétravail au quotidien, donc des thématiques très pratico-pratiques. Et enfin, on va nécessairement finir par des questions qui se posent en termes de management. Alors, on est juriste, mais néanmoins, on peut apporter un certain nombre de solutions de type juridique pour pour outiller en fait les managers dans le cadre du télétravail. Alors, concernant l'encadrement du télétravail, quels sont les textes qui sont aujourd'hui applicables? Alors, le premier texte à traiter de cette thématique, ça n'est pas un texte de loi, en fait, c'est un accord national interprofessionnel qui a été conclu en 2005, étendu par un arrêté en 2006. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un accord national interprofessionnel, donc c'est un accord qui est négocié par les partenaires sociaux au plan national et qui, en principe, est applicable à l'ensemble des entreprises, des structures appartenant à un secteur professionnel qui est représenté donc, par les organisations patronales signataires. Alors, à l'époque, il y en avait trois. Le MEDEF, la CGPME, puisqu'à l'époque ça s'appelait comme ça, et l'UPA aussi, ça s'appelait de cette manière en 2005. Donc ça vise un grand nombre d'employeurs du secteur marchand, quasiment tout le secteur marchand, on peut dire. Par contre, les employeurs du monde associatif, eux, ne sont pas a priori liés par cette année, à moins que vous soyez adhérent MEDEF, CGPME ou enfin l'UPA, je pense que non, pour le coup. En 2012, le législateur a aussi inséré des dispositions dans le Code du travail. Alors, vous les trouvez aujourd'hui, c'est donc la loi Warsmann, vous les trouvez dans les articles 1222-9 à 1222-11 du Code du travail. En fait, l'essentiel des dispositions de l'ANI de 2005
ont été repris dans le Code du travail, mais pas tout à fait. Aujourd'hui, donc, on a bien 2 textes applicables, l'ANI plus les articles du Code du travail, avec des règles qui ne sont pas tout à fait similaires. Et ça peut poser un certain nombre de soucis chez les employeurs, mais plutôt donc, du secteur marchand. Heureusement pour vous, ces soucis-là ne se posent pas trop. Et puis, conscient que finalement, ça se développait de façon un petit peu informelle, c'est-à-dire hors cadre juridique, le législateur aussi est intervenu à nouveau. En l'occurrence, donc c'est en 2017, pour préciser les termes du télétravail. En fait, il y a une concertation nationale qui a eu lieu début 2017, qui a donné lieu à un rapport qui a été rédigé par les partenaires sociaux en 2017. Et les partenaires sociaux avaient relevé un certain nombre de points de discussion sur le télétravail, notamment la nécessité de clarifier les conditions de reconnaissance d'un éventuel accident du travail pour un salarié en télétravail, l'articulation, comment articuler le télétravail régulier, occasionnel, le télétravail informel, et également l'organisation du temps de travail, du décompte du temps de travail. Alors, une des ordonnances Macron, vous le voyez, du 22 septembre 2017, s'emparer de la question, donc but de favoriser finalement le recours au télétravail. Alors attention, parce qu'il faut aussi prendre en compte la loi de ratification du 29 mars 2018, qui a changé la donne par rapport aux ordonnances. Mais en tout cas, aujourd'hui, si vous allez consulter les 3 articles du Code du travail, ils résultent de la loi de ratification du 29 mars 2018. Alors, quelle est en l'état la définition du télétravail? Alors, on a une définition un peu en évolution. Aujourd'hui, il s'agit de toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire. Le volontariat, on va le voir, c'est quelque chose d'important, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Alors évidemment, cette définition du télétravail, elle est applicable, que ce soit pour un salarié que l'on va embaucher dans une structure ou évidemment pour ceux qui sont déjà embauchés. Et donc, ça va donner lieu à l'application d'un avenant au contrat de travail initialement convenu. Bon, les critères, on a vu, utilisation des TIC, des travaux qui sont effectués en dehors des locaux de l'entreprise. Alors ensuite, ça peut très bien être au domicile du salarié, mais également dans des espaces collectifs, en dehors des locaux de l'entreprise, des espaces de coworking, comme on dit. Par contre, il faut que ça soit un travail qui aurait pu être effectué à l'intérieur de l'entreprise. Et ça différencie le télétravail du travail à domicile, qui est une autre définition juridique sur laquelle on ne va pas revenir parce que ce n'est pas l'objet de nos échanges. Alors, les formes du télétravail, on l'a vu, donc on a une définition du télétravail qui est très large, qui va englober, qui va recouvrir finalement de multiples situations. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a 3 formes de télétravail. Le télétravail sédentaire, donc là, c'est vraiment un travail qui est effectué, réalisé de façon permanente depuis le domicile privé, enfin en tout cas en dehors des locaux de l'entreprise. La solution quand même la plus utilisée, c'est le télétravail alterné ou pendulaire. Voilà, quelques jours en entreprise, en association, et quelques jours chez soi ou en espace de coworking. Et puis, effectivement, également le télétravail nomade. Bon, voilà, c'est en général le fait de commerciaux, mais je ne pense pas, on ne va pas rentrer dans cette définition-là, parce que je ne pense pas que ce soit ce qui vous intéresse le plus.
Donc les formes peuvent varier, la fréquence aussi. Ça peut être un télétravail régulier ou simplement occasionnel. Et les règles qu'on va vous préciser donc, dans ce webinaire sont applicables aux deux types réguliers ou occasionnels. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en l'état de la législation, c'est que finalement le législateur a souhaité que les employeurs, enfin en tout cas les structures, jouissent de plus de souplesse dans la mise en place. Ça s'est traduit, ça s'est exprimé de deux façons en fait, cette souplesse. D'abord la suppression du caractère régulier du télétravail. Aujourd'hui, toutes les fréquences sont possibles et sont rendues possibles par le texte de loi. Donc la distinction télétravail occasionnel et télétravail régulier qui existait précédemment a disparu. C'est le même régime qui va s'appliquer. Et puis également, ce qui était en fait perçu comme un frein par les employeurs, c'est la suppression de l'accord collectif ou d'une charte. Alors en réalité, avant les ordonnances 2017, c'était déjà le cas. Et puis en fait, l'ordonnance de septembre 2017 est venue rajouter une condition qui a été abandonnée finalement dans la loi de ratification de 2018. Donc on va vous l'expliquer dans les conditions de mise en place. Vous pouvez passer par une mise en place de type collective avec effectivement un accord collectif, donc dans les conditions qui sont posées par les textes. Alors, soit vous avez des délégués syndicaux, soit vous n'en avez pas, mais on rentrera dans les différents cas, soit une charte. Alors, une charte, c'est un document unilatéralement rédigé par l'employeur. Pour autant, le cadre légal qu'on a aujourd'hui peut encore poser quelques difficultés. On les abordera dans la troisième partie, notamment l'absence de clarté sur la question de la prise en charge des coûts du télétravail, les assurances, les dommages causés par les télétravailleurs à son domicile. Ce qui veut dire qu'en fait, ça mériterait d'être à nouveau toiletté pour lever toutes les interrogations qui subsistent, qui demeurent. Néanmoins, ça sera peut-être le cas, vous avez dû entendre parler que le MEDEF avait souhaité à nouveau finalement consulter les autres partenaires sociaux et on se dirige peut-être vers un nouvel ANI qui serait adopté d'ici quelques temps. Je ne peux pas vous dire sous quel délai précisément parce qu'on n'en sait pas tellement plus. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les syndicats de salariés, eux, veulent qu'il y ait un certain nombre de points qui soient à nouveau éclaircis et qu'on lève toutes les ambiguïtés qui peuvent demeurer à ce jour. Excusez-moi, maître, nous avons une question d'une association qui demande, voilà, ils ont créé une charte, est-ce qu'il vaut mieux la supprimer? Ah bah alors, comme ça, c'est compliqué à dire parce qu'en fait, tout dépend du contenu de la charte. Maintenant, il peut très bien y avoir une charte et on peut très bien ensuite négocier avec les partenaires sociaux un accord collectif qui va se substituer à la charte. Maintenant, il faudrait comprendre pourquoi finalement supprimer la charte. Ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour déterminer les tâches, les activités qui sont éligibles au titre du télétravail et éviter d'avoir de trop nombreuses demandes. Donc comme ça, je n'ai pas forcément de réponse totalement arrêtée. Si vous l'avez mis en place et qu'elle est bien rédigée, franchement, ce n'est pas la peine de la supprimer ou de la modifier. Hein. Alors, je ne sais pas si Lucie peut prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, je rejoins totalement David sur ce point. Effectivement, on s'aperçoit que de nombreuses chartes qui ont été rédigées par le passé, en fait, s'avèrent légèrement inadaptées avec le recul.
Et la période que nous venons de vivre, ça peut être aussi l'occasion de dépoussiérer un document qui garde sa valeur juridique, mais dont on s'aperçoit qu'il est finalement un petit peu inadapté. Ouais, donc tout dépend finalement du contenu de la charte en question, quoi, hein, finalement. Est-ce que c'est adapté? Oui, c'est ça. On va passer à la deuxième partie, s'il n'y a pas de questions complémentaires. Non. Du coup, l'association a expliqué que cela lui a permis justement de limiter les demandes, le fait de Eh bien toucher oui. la charte. Voilà. Le fait d'avoir la charte ou de l'avoir supprimée, justement? Non, D'avoir la charte. d'avoir la charte. D'avoir la charte, hein. Voilà. Alors, la mise en place du télétravail, quelles sont les règles aujourd'hui? Alors, il faut que je ferme ma petite fenêtre. Alors, ce sont les aléas du direct. Voilà, c'est qu'en fait, Lucie avait pris le contrôle de... Non. Alors, et je n'ai plus accès à mon diaporama. Bon, du coup, je te propose, Lucie, de poursuivre malgré tout le temps que... Du coup, je vais te laisser la main, David, sur les slides. Et le fait de les faire défiler, si ça pose problème que ce soit moi. Non, 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 du tout. Donc, la question est de savoir comment mettre en place le télétravail. Deux modalités de mise en place sont envisageables. La première, c'est une modalité qu'on allait dire, on peut qualifier de collective, c'est-à-dire qu'elle va concerner l'ensemble des salariés, ou une modalité individuelle, le B2B social. Donc, la mise en place de manière collective peut se faire soit par un accord collectif, soit par une charte. Alors, aujourd'hui, il n'est pas obligatoire de passer par un accord collectif ou par une charte pour mettre en place le télétravail. Il y a une courte période dans l'histoire juridique du télétravail où cet accord ou cette charte était obligatoire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Faut-il consulter le CSE? Oui, nous dit le Code du travail, impérativement, si vous décidez de mettre en place le télétravail via une charte, c'est-à-dire une décision unilatérale de l'employeur. Oui et non, si vous décidez de le mettre en place via un accord collectif, puisque vous savez ou vous ne savez pas que désormais, il n'est plus nécessaire juridiquement de consulter le CSE avant la conclusion de l'accord collectif pour rendre cet accord collectif valable. Néanmoins, le télétravail modifie, et c'est le moins que l'on puisse dire, les conditions de travail. Cela donc la mise en place du télétravail rentre donc, l'organisation du télétravail de manière régulière rentre donc dans les cas de modification des conditions de travail, question qui relève de la compétence du CSE et qui justifie, donc ça c'est effectivement le Code du travail qui le prévoit, une information et une consultation régulière de l'institution lorsque le télétravail est mis en place. Alors, quid si on n'a pas de CSE, me demande-t-on? Si on n'a pas de CSE, tout va dépendre du pourquoi on n'a pas de CSE. Si on n'a pas de CSE parce qu'on est moins de 50 ou moins de 11, je vais dire c'est pas grave. Enfin, c'est moins de 11 pour le coup.
Si on n'a pas puisque entre 11 et 50 salariés, le CSE est compétent pour les conditions de travail. Si on n'a pas de CSE parce que on a un PV de carence, c'est pas grave non plus. Par contre, effectivement, si on n'a pas de CSE, qu'on devrait en avoir un et que l'on met en place le télétravail dans le cadre d'une charte, cette charte n'est pas, j'allais dire, juridiquement opposable aux salariés, c'est-à-dire qu'il pourrait s'en affranchir sans qu'il soit sanctionnable au motif que j'allais dire, ces modalités de mise en place n'ont pas été respectées. Alors, quand on lit les accords sur les CSE, quelles sont effectivement les motivations qui ont été mises en avant par les employeurs pour justifier le recours au CSE? C'est le slide suivant. Grosso modo, c'est le renforcement de la politique de prévention des risques. Donc, c'est le risque routier, le risque pour les trajets, la prévention du stress. C'est aussi favoriser un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. Ça peut être aussi des démarches plus altruistes, à savoir le développement durable, la limitation des risques environnementaux, la redynamisation des territoires ruraux pour certains. Et en tout cas, c'est vu comme un moyen efficace de permettre l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Quel est l'enjeu et l'intérêt de cette mise en place du télétravail de manière collective? C'est de réguler les demandes et d'éviter les discriminations. À partir du moment où on a une charte ou un accord collectif qui met en place le télétravail, il est nécessaire de préciser dans cet accord ou dans cette charte les postes qui sont éligibles et ce qui permet de refuser d'accéder à un certain nombre de demandes. Alors, on verra tout à l'heure, vous allez me dire, oui, mais si on ne met pas de charte, finalement, on peut refuser toutes les demandes comme on veut, on n'a pas de motivation à donner. Si on ne met pas d'accord collectif, on peut faire ce qu'on veut, on garde le pouvoir. C'est vrai, on garde le pouvoir, mais on garde aussi, finalement, le risque d'être taxé de discrimination et de prendre des décisions qui sont, à tort ou à raison, mal perçues par les salariés, qui se sentent injustement privés d'un mode d'organisation du travail qui a été longtemps vu, alors c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui maintenant qu'on l'a tous testé, qui a été longtemps vu comme la panacée de l'organisation du travail. Donc, l'enjeu pour l'entreprise, c'est réguler les demandes, étant précisé que mettre en place un accord ou une charte sur le télétravail crée une sorte, finalement, alors c'est un petit peu controversé, mais de droit au télétravail, puisque dès lors que le salarié justifie de toutes les conditions qui ont été mentionnées dans l'accord, l'employeur ou dans la charte, l'employeur ne peut pas refuser de faire droit à sa demande. D'où, et c'est le slide suivant, l'importance de déterminer quels sont les salariés qui sont éligibles au télétravail. Est-ce qu'on l'ouvre à tous les salariés? Est-ce qu'on l'ouvre au contrat à durée indéterminée? Est-ce qu'on l'ouvre aux salariés qui ont une ancienneté minimum, c'est-à-dire qui sont les salariés indépendants sur leur poste? Est-ce qu'on l'ouvre simplement aux salariés à temps complet, puisqu'en se disant le salarié à temps partiel, si déjà il a 3 jours, mais que sur 3 jours il en passe 2 à la maison, ce n'est pas possible.
quels sont les travaux qui peuvent être réalisés en télétravail, quelle est l'autonomie du salarié, la configuration de l'équipe, est-ce que le logement est compatible avec le télétravail? Donc, autant de questions qu'il est très, très important de se poser en amont et autant de conditions sur lesquelles il est très important de réfléchir en amont, puisque c'est ce qu'on va écrire dans cet accord collectif, ce qu'on va écrire dans cette charte qui nous permettra après de réguler les demandes et de justifier notre refus. Alors moi, je voulais juste rajouter un point là dans l'articulation entre accord d'entreprise et charte. L'idée, c'est que quand même, on ne rédige pas unilatéralement la charte directement. Il faut quand même essayer, c'est prévu par les textes, de négocier un accord collectif. Et ma foi, c'est en cas, soit vous n'avez personne pour négocier, soit il y a un échec des négociations. Et dans ce cas-là, dans la mesure où vous voulez quand même avoir ce document de type collectif, eh bien dans ce cas-là, vous rédigez la charte. Hein. Ça me paraissait important de préciser. Excuse-moi, Lucie. Oui, je t'en prie, effectivement, le texte dit bien un accord ou à défaut une charte. Donc, il y a quand même pour les entreprises qui peuvent négocier l'obligation d'engager des négociations. Alors, pour la personne qui demandait si le support était disponible, oui, vous sera adressé par courriel ou cet après-midi ou lundi. Donc, ce qu'il est nécessaire aussi de prévoir dans la charte ou dans l'accord collectif, c'est le nombre maximum de jours en télétravail dans une semaine ou dans un mois ou dans un trimestre. Est-ce que ces jours doivent être successifs ou non? Est-ce que c'est le salarié qui les fixe? Est-ce que ces jours sont fixes? Est-ce qu'ils sont prévus par un document annexe contractuel? Donc, il est important de bien réfléchir à tout ça en amont pour que le télétravail soit un outil de fluidification et pas un outil qui complexifie la relation de travail encore un peu plus. Alors, il faut savoir que, quel que soit ce qui est prévu dans l'accord collectif, et nous venons tous de le vivre, en cas de circonstances exceptionnelles, la mise en œuvre du télétravail ressort des conditions de travail, donc c'est l'employeur qui décide, indépendamment des termes de l'accord collectif ou de la charte, de l'organisation du temps de travail à laquelle le salarié ne peut pas s'opposer. C'est le seul cas où finalement on n'exige pas de volontariat du salarié. Hein. Les cas de pandémie. Ça avait été à l'époque prévu à la suite de la pandémie H1N1 et effectivement ils avaient bien prévu le coup. Et ce qu'il ne faut pas oublier, même quand on met en place le télétravail dans un cadre collectif, c'est que celui-ci reste volontaire. Donc, il faut un accord entre l'employeur et le salarié. Donc, cet accord peut être formalisé par tout moyen. Le plus simple, c'est effectivement un avenant à son contrat de travail. Étant précisé que, comme vous l'a souligné David, il est impossible d'imposer le télétravail sauf situation exceptionnelle, dont la pandémie. Lorsque l'on met en place le télétravail par voie collective, le salarié peut refuser les demandes individuelles, mais son refus ne peut être motivé que par des raisons objectives qui ressortent des éléments qui ont été prévus dans le document support, que ce soit l'accord collectif ou la charte. Alors, ça peut être effectivement, vous ne ressortez pas des conditions d'éligibilité, l'impossibilité technique,
le coût technique, les risques de désorganisation, les impératifs de sécurité. L'avantage, lorsque l'on met en place de manière collective ou lorsqu'on a un CSE, c'est qu'en général, on prévoit des commissions de suivi et que ces commissions de suivi sont également source de propositions pour enrichir les difficultés, enfin enrichir le projet au vu des difficultés rencontrées et des problématiques qui se sont posées au fil de l'eau. Donc, si si le télétravail peut être mis en place par un accord collectif ou par une charte de manière collective, il peut même, en l'absence de ces deux documents, être mis en place de manière individuelle, c'est-à-dire via un accord entre un salarié et son employeur. Alors, cet accord peut être formalisé par tout moyen, c'est une clause dans le contrat de travail, mais ça peut être aussi un échange de mails, un échange de SMS. Alors, un simple accord verbal, certes, la preuve étant plus, en cas de contentieux étant plus difficile à rapporter, mais par tout moyen. Là, on vise plutôt la situation de l'entreprise qui n'a pas mis en place de charte ou d'accord collectif, ou du salarié qui ne rentre pas tout à fait dans les cases de la charte ou de l'accord collectif et qui, parce qu'il y a une grève de transport, demande l'autorisation de télétravailler la semaine prochaine en disant, bon, là, la SNCF nous dit qu'il n'y a pas de train la semaine prochaine, donc est-ce que je pourrais télétravailler ? Contrairement à ce qui existe en matière, lorsqu'a été mis en place un accord collectif ou une charte, l'employeur peut simplement dire non, n'a pas de refus, de motivation à donner à son refus. Alors, ça c'est l'aspect juridique. D'un point de vue RH, c'est un petit peu différent. Et puis, j'allais dire, c'est quand même important d'arriver à démontrer que la décision prise en tant qu'employeur n'est pas discriminatoire et qu'elle est fondée sur des raisons objectives liées à l'intérêt de l'association. Quoi qu'il en soit, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il soit mis par voie d'accord collectif, par voie de charte ou par voie d'accord individuel, le télétravail est réversible. Il est volontaire et réversible. Alors, la loi prévoit effectivement que le salarié peut revenir sur l'accord qu'il a donné et il est dès lors prioritaire pour occuper un poste physique dans l'entreprise. Ce qu'il est intéressant de prévoir, et peut-être qu'on va l'évoquer dans le slide suivant, c'est que cette réversibilité est double, c'est-à-dire qu'il est aussi intéressant de prévoir dans les accords et dans les chartes que l'employeur aussi, s'il s'aperçoit que l'accord donné est insatisfaisant au regard de l'intérêt de l'association, puisse également revenir sur l'accord qui a été donné de télétravailler. Le Code du travail impose à l'employeur de porter à la connaissance du télétravailleur la disponibilité des postes sans télétravail et de lui accorder une priorité d'accès à ce poste. Il n'y a pas d'information, de modalité d'information technique précise. Ça peut être l'intranet de l'entreprise, par exemple. On n'est pas obligé de faire une information individuelle. Est-ce que vous avez des questions sur cette mise en place du télétravail ? Pas de questions? Non, a priori non. Alors, on va poursuivre
Et on va poursuivre sur l'organisation quotidienne du télétravail et notamment sur les droits spécifiques du télétravailleur. Alors, quand on regarde le Code du travail, la première des choses qui ressort, c'est que d'abord, il a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'association. Donc, il y a un principe d'égalité qui est d'ordre public, auquel on ne peut pas déroger, donc il figure à l'article L1222-9 du Code du travail, et ça va se traduire concrètement bien voilà, par une charge de travail en principe équivalente, des normes de production, des critères de résultats équivalents, une rémunération équivalente, en tout cas pas moins élevée que celle du travailleur in situ. Ça se traduit également par les mêmes droits et avantages collectifs, même s'il n'est pas forcément présent tous les jours dans les locaux de son employeur. Donc accès aux informations, accès aux activités sociales de l'entreprise, je pense aux activités sociales dont se charge le CSE, si vous en avez un, CSE plus de 50. Même droits et avantages individuels aussi, c'est-à-dire que votre salarié, votre télétravailleur va être soumis au même système, aux mêmes politiques d'évaluation. Il y aura des entretiens professionnels. D'ailleurs, il y aura un entretien tout à fait spécifique qui doit être tenu en plus de l'entretien professionnel, je veux dire pour tous les salariés, pour justement envisager avec l'intéressé l'impact du télétravail et éventuellement la surcharge de travail que cela peut induire pour lui. Et donc, en termes de formation professionnelle, de déroulement de carrière, il ne doit pas être discriminé, le cas échéant, par rapport à un non-télétravailleur. Alors, en plus de ces obligations de droit commun, l'employeur a une obligation de s'assurer de la conformité du poste de travail, donc par exemple au domicile. C'est une illustration de l'obligation de sécurité de l'employeur. Alors, ça va se traduire par l'intervention, par exemple, d'un expert au domicile du salarié, alors avec son accord et en sa présence, notamment pour s'assurer en matière de sécurité électrique que voilà, les normes sont bien respectées. Ça peut se traduire par la fourniture d'un certificat de conformité. Alors là, je vous parlais justement de sécurité électrique et en principe, il est demandé au télétravailleur un certificat de conformité, donc de son espace de travail, aux normes électriques établies. Et ce certificat est établi évidemment par un organisme agréé. Ça peut se traduire aussi au niveau de l'expert pour permettre un aménagement ergonomique du poste du travail. Et tout ça, en fait, ça repose sur les épaules de l'employeur, puisqu'il est tenu d'assurer la santé, la sécurité de son salarié, peu importe où le salarié exécute ses fonctions. On aborde la question de la prise en charge des coûts du télétravail, qui est une question souvent qui est litigieuse, enfin qui était litigieuse jusqu'à ce que les ordonnances Macron, l'ordonnance Macron modifie l'article 1222-10 du Code du travail. Alors, si on regarde aujourd'hui cet article, il est dit expressément que nous n'avons pas l'obligation en tant qu'employeur de prendre en charge les coûts du télétravail. Alors pour autant, on vous a noté sur le slide, en pratique, il y a quand même maintien de cette prise en charge. Pourquoi? Parce que par principe, les frais professionnels engagés par un salarié eh bien, sont supportés par l'employeur. En fait, vous avez une jurisprudence qui est constante en la matière. Et donc, à la lumière des arrêts de la Cour de cassation, l'absence totale de prise en charge des frais professionnels d'un salarié, pour nous, doit être exclue. Et en fait, cet article du Code du travail vient en contradiction avec la jurisprudence. Et en cas de contentieux, on estime que c'est cette jurisprudence en fait, qui va continuer à s'appliquer. Donc, il ne faut pas faire une lecture de ce texte qui serait trop restrictive. Excusez-moi, il y a une question, c'était sur la slide d'avant. Oui. Les trois solutions. Donc, on nous demande si c'est une des trois solutions ou si c'est les trois solutions. Non, alors en fait, c'est selon
ce qu'on est en train de viser. Effectivement, je vous parlais de sécurité électrique. Là, ce sera une attestation faite par un organisme agréé. Donc, ça sera la fourniture d'un certificat de conformité. Ensuite, souvent, ce qui est fait, soit à la demande de l'employeur, soit du CSE, parce qu'il a compétence aussi en la matière, c'est de vérifier finalement le poste de travail du télétravailleur. Et d'ailleurs, cette intervention peut intervenir avant même qu'on ait dit oui finalement à la demande de télétravail voilà, du salarié. Et il s'agit de vérifier si les conditions de type ergonomique seront respectées. Donc, ce n'est pas forcément les trois cumulés, hein. Ça peut être l'un ou l'autre selon les cas. Il y a encore une autre question dessus. Qu'en est-il de l'obligation de fournir un accès Internet, téléphone portable? Clairement, ça va incomber à l'employeur de s'assurer effectivement que les règles d'éligibilité sont bien respectées. Et ça, effectivement, alors soit le salarié a déjà une connexion Internet, etc. Et ce qui va se passer, c'est que l'employeur va prendre en charge cette connexion Internet ou fournir une autre connexion Internet le cas échéant. Et du coup, il y a une autre question, justement, est-ce qu'il y a un forfait jour applicable aux salariés? Comment ça peut se traduire? Oui, oui, oui. Alors effectivement, à ce sujet-là, dans la prise en charge des coûts, bon, j'anticipe un petit peu un slide suivant, jusqu'à fin 2019, lorsqu'il s'agissait d'une prise en charge forfaitaire, on était un peu embêté pour savoir quel était le montant qui, justement, était considéré comme étant raisonnable par l'URSSAF pour éviter donc l'application de charges sociales. Alors, à ce titre, c'est fin 2019. D'ailleurs, c'est accessible sur le site de l'URSSAF. Il est dit que l'allocation forfaitaire versée par l'employeur sera réputée utilisée conformément à son objectif et surtout exonérée donc, de cotisations et de contributions dans la limite en fait globale de 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. Et ensuite, du coup, il considère que 10 € pour une journée, eh bien pour un salarié, un télétravailleur qui fait 2 jours de travail, de télétravail par semaine, dans ce cas-là, l'allocation est portée à 20 €, 30 € si c'est 3 jours de télétravail par semaine. Donc, ce qui n'est pas… Alors, je me demande, David, excuse-moi de te couper, si la question ne portait pas sur le point de savoir si les salariés au forfait jour étaient exigibles. Clairement, hein, les salariés en forfait jour sont éligibles. D'ailleurs, c'est un peu plus simple d'ailleurs en termes de décompte du temps de travail. Voilà, je me suis demandé si la question n'était pas celle-là. Ouais. Alors, moi, je n'ai pas accès aux questions parce qu'à chaque fois que je lis vos questions, j'ai un problème ensuite avec le slide et je suis obligé de quitter le slide pour rentrer dedans. Donc, c'est pour ça que je n'ai plus les questions écrites. Alors après, il y en avait une autre concernant, faut-il ajouter au document unique de sécurité un paragraphe au sujet du télétravail? Et oui. Oui, parce que ça va poser des questions spécifiques et notamment en matière par exemple, de risques psychosociaux. Et effectivement, il va falloir, enfin si ça n'a pas déjà été fait, aménager, compléter votre document unique par rapport aux situations à risque spécifiques rencontrées par le télétravailleur. Oui, tout à fait. Alors, en termes d'aménagement des locaux, vous ne pouvez pas, c'est difficile de connaître les risques qui sont courus par le salarié. Par contre, vous pouvez faire une rapide formation, une rapide information sur notamment tout ce qui est posture au travail, distance de l'écran, comment on s'installe, quoi. La hauteur de l'écran.
Et dernière question, une association donne une prime de transport. Celle-ci sera-t-elle calculée au prorata de la présence du salarié au bureau? Alors, cette prime de transport, il faudrait voir un peu quelle est la source de cette prime de transport. Est-ce que c'est un usage? Est-ce que c'est conventionnel? Est-ce que c'est dans la convention collective? Est-ce que c'est dans un accord d'entreprise? Parce qu'ensuite, pour modifier éventuellement les conditions d'octroi de cette prime, tout dépend de la source. Donc là aussi, c'est pas forcément très très simple de répondre comme ça de but en blanc à cette question. Je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires. Non, c'est bon. C'est bon? Alors, on va poursuivre dans la prise en charge. Donc, le salarié doit prévoir un espace de travail dédié s'il travaille de chez lui pour être propice au travail. Et à nouveau, quid de la fourniture des équipements de télétravail? Alors, plusieurs situations peuvent se rencontrer. Soit ce sont des équipements qui appartiennent aux salariés, soit ils sont mis à disposition par l'entreprise ou par l'association. Il est très important quand même de préciser dans l'avenant au contrat de travail, voire éventuellement dans la source collective, l'accord ou la charte, la liste de ces équipements. Également, si le matériel du salarié donc, est utilisé pour télétravailler, le surcoût sera remboursé par l'employeur. On a vu, si c'est une prise en charge forfaitaire, on l'a vu avec l'URSSAF, donc c'est dans des montants qui sont relativement peu élevés. Vous avez vu 10, 20, 30 euros par mois. Également, il vous appartient en tant qu'employeur de fournir un service approprié d'appui technique. Voilà, tout simplement pour que le salarié soit ensuite en mesure d'utiliser le matériel qui éventuellement est mis à disposition par l'employeur. Je vois qu'il y a des questions qui s'affichent. Alors, concernant l'utilisation de ces équipements, le principe, c'est que lorsque ce sont des équipements mis à disposition par l'entreprise, le salarié, en principe, n'en fait qu'un usage professionnel et non pas à titre personnel. À défaut, il peut y avoir, l'entreprise peut être confrontée à un risque qui est celui de la requalification de l'usage privé en avantage en nature. Avantage en nature qui du coup doit être évalué, qui sera inclus dans l'assiette des cotisations sociales. Ce que prévoit, il y a quand même une petite tolérance de la part de l'URSSAF, c'est en cas d'utilisation raisonnable du matériel dans la vie quotidienne, vraiment pour... donc là, tout va dépendre finalement du temps d'utilisation, on va dire, du matériel mis à disposition par l'entreprise dans un intérêt personnel. Également, ce matériel, bon, évidemment, il reste la propriété de l'entreprise. Il devra être restitué à la fin de la situation de télétravail. Il y a une question, excusez-moi, Maître, sur est-ce que la prime est variable en fonction du contrat de travail, c'est-à-dire ceux qui sont à temps plein à 80%? Est-ce que c'est une prime chargée qui est supprimée en cas d'absence au-delà de 15 jours, comme un arrêt de travail C'est-à-dire Le télétravail n'est pas un arrêt de travail, du coup, c'est une modalité de travail. Donc c'est pas l'absence qui va impacter la prime. C'est effectivement si les conditions de la prime ne sont pas respectées. Alors cette prime de transport, si par exemple c'est X fois tant d'euros quand le salarié, par jour de déplacement, par exemple, oui, il ne se déplace pas,
il n'aura pas la prime. Parce que, en fait, la prime est liée à la suggestion de se déplacer. Ensuite, tout dépend quelles sont les conditions d'octroi qui ont été prévues par le document qui a mis en place cette prime. Le document ou la pratique, du coup. Ou la pratique. On poursuit sur l'entretien des équipements. Également, l'employeur assume la responsabilité des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements, voire des données utilisées par le télétravailleur. Pour autant, le télétravailleur doit quand même prendre soin des équipements qui lui sont confiés et prévenir l'employeur en cas de panne ou de mauvais fonctionnement. Ensuite, si la panne ou le mauvais fonctionnement est dû à une utilisation non conforme par rapport à ce qui est prévu, par exemple dans votre charte informatique, eh bien, le salarié peut s'exposer à des sanctions disciplinaires, mais pour autant, il n'assume pas la responsabilité des coûts, parce que ça pourrait être considéré comme étant une sanction pécuniaire qui est strictement prohibée par le Code du travail. Donc, dans cette prise en charge, voilà, en fait, l'URSSAF prévoit tout à fait qu'il peut s'agir d'une indemnité forfaitaire, on a un petit peu abordé la question tout à l'heure, qui est censée couvrir l'ensemble des frais engendrés par le télétravail. Donc, des montants qui ne sont pas très élevés, comme je vous le disais tout à l'heure, 10 € par mois pour un salarié qui télétravaille un jour par semaine. L'indemnisation, enfin la prise en charge plutôt, ça peut intervenir par la prise en charge directe des frais de télétravail. Si par exemple l'employeur vient à financer par exemple le mobilier installé au domicile du salarié. Le forfaitaire est admis, mais on peut très bien ensuite prévoir un remboursement sur justificatif des factures qui sont présentées ensuite par le télétravailleur. Il doit s'agir de dépenses réelles, effectivement, pour éviter que ce soit soumis à cotisation. Ensuite, il y a une question qui n'est pas encore véritablement tranchée sur l'indemnité d'occupation du domicile à titre professionnel. En fait, selon la Cour de cassation, cette indemnité, elle est due dans deux hypothèses. Soit le télétravail a été mis en place à la demande du télétravailleur, donc elle n'est pas due dans ce cas-là. Et deuxième hypothèse où elle n'est pas due, si l'employeur met à disposition un local ou permet les espaces hors domicile. Ensuite, il y a toute une jurisprudence sur les modalités de calcul de cette indemnité d'occupation du domicile à titre professionnel. Ce n'est pas nécessairement appliqué. Et voilà, pour l'instant, on a de la jurisprudence de la Cour de cassation qui est un peu lacunaire pour savoir précisément dans quelles conditions cette indemnité d'occupation est due. Et justement, on attend des précisions de la part des partenaires sociaux. Et c'est notamment le but des négociations actuelles, en tout cas celles qui ont été qui sont prévues par le MEDEF, parce que c'est important quand même d'anticiper les coûts de mise en conformité du domicile, la prise en charge du surcoût de l'assurance multirisque habitation du télétravailleur et éventuellement donc de l'indemnité d'occupation du domicile. Autre question concrète qui se pose, c'est celle du décompte du temps de travail. Alors en fait, la durée du travail, les congés du télétravailleur sont tout à fait identiques à ceux qui sont applicables à l'ensemble des salariés. Donc ça veut dire que votre télétravailleur, il est tenu par la durée de travail applicable dans l'association. Alors évidemment, le décompte du temps de travail est plus délicat à réaliser du fait de l'éloignement du salarié. Et souvent, on va procéder donc par de l'autodéclaration, des comptes rendus hebdomadaires
éventuellement par des pointages sur l'ordinateur pour détecter les temps d'utilisation et de la connexion Internet. Donc souvent, en fait, le salarié va remplir un compte-rendu voilà, du nombre d'heures qu'il a réalisé. Comme on avait un petit peu abordé la question tout à l'heure, bah, c'est un peu plus simple pour les forfaits jours. Mais attention au respect des durées maximales de travail et des durées de repos. Sachant que voilà, en fait, pour les forfaits jours, il y a un point absolument à respecter, c'est les 11 heures de repos quotidiens et les 35 heures de repos hebdomadaires. Et ensuite, par définition, les salariés qui sont en forfait jour sont des salariés autonomes dans l'organisation. Donc, ils sont libres ensuite d'accomplir le travail demandé dans un laps de temps, mais finalement, il n'y a pas de durée en principe maximale de travail pour les salariés en forfait jour. Nous avons une question toujours sur la prise en charge par l'employeur des frais de 10 € par mois pour un jour de télétravail notamment. Et il y a une question où l'association fournit déjà un ordinateur portable, un téléphone portable, partage de connexion. Est-ce que 10 € par mois pour un jour de télétravail par semaine, n'est-ce pas trop élevé? Alors en fait, les 10 € ou 20 € ou 30 € dont je parlais tout à l'heure, c'est une limite. C'est une limite qui est D'exonération. fixée par l'URSSAF, au-delà de laquelle des cotisations sociales seraient appliquées. Donc ensuite, les 10 € effectivement peuvent être diminués le cas échéant. Ben voilà, c'est un maximum en fait, hein, les 10 €. Et après, il est très difficile de chiffrer les frais engendrés par le télétravail parce que grosso modo, dans votre configuration, c'est un peu de chauffage l'hiver et de l'ordinateur et de l'électricité, de la consommation électrique. Donc, c'est quasiment insusceptible d'être chiffré. Raison pour laquelle, alors, une des raisons pour laquelle, j'imagine, parce que ça ne doit pas être la seule, on a peu de demandes et peu de contentieux là-dessus, sur cette question-là. Voilà, dans votre, à partir du moment où vous mettez en place un ordinateur, un téléphone, que vous financez la connexion et que le télétravail est volontaire, c'est bon. David, je ne sais pas. Non, je te rejoins effectivement. D'abord, c'est compliqué d'aller chiffrer exactement quel est le surcoût lié au télétravail. Ensuite, ça mériterait peut-être de regarder plus précisément la pratique interne, mais en l'occurrence, chez AXA, c'est 25 € par mois par un mois pour le télétravail. Alors, je ne sais plus combien de jours. Qui a été. Je vais poursuivre. Alors, le grand souci qui peut se poser en matière de télétravail, et précisément, c'est en matière de durée de travail. Le grand risque, c'est que finalement, télétravailleurs soient amenés à réaliser encore plus d'heures finalement que dans les locaux de l'entreprise. Bref, la question est celle de la charge de travail qui peut devenir trop lourde pour le salarié. Donc souvent, il est prévu dans l'accord collectif ou dans la charte que le salarié va gérer son temps de travail dans le cadre des règles légales et conventionnelles applicables à l'association. On va utiliser souvent des points de repère identiques, voilà, des plages horaires, ou utiliser les mêmes horaires collectifs au profit du télétravailleur. Bon,
l'idée est que la charge de travail et les délais d'exécution qui sont donnés aux télétravailleurs doivent lui permettre de respecter les règles relatives à la durée de travail. Et justement, si on dépasse les durées légales ou conventionnelles de travail, la législation sur les heures supplémentaires est applicable. Hein. Si dans le compte-rendu du salarié, il ressort qu'il a réalisé plus de 35 heures hebdomadaires, je ne parle pas des salariés en forfait jour, hein, et bien dans ce cas-là, le régime des heures supplémentaires lui sera applicable comme à un salarié lambda. Sur cette question de la charge de travail, justement, comme ça peut être un point problématique, un entretien annuel doit être organisé par l'employeur qui va porter sur les conditions d'activité. En fait, on va vérifier finalement que le télétravail, ça n'a pas d'impact négatif sur le télétravailleur. Alors ensuite, cet entretien annuel, formalisez-le effectivement, ne serait-ce que pour démontrer que l'entretien a eu lieu, et puis ensuite lister tous les points qui ont été abordés lors de l'entretien, et notamment le fait que vous lui avez rappelé que la durée de travail était applicable aux télétravailleurs. Également, un point qui était litigieux, alors là qu'il est un petit peu moins aujourd'hui, c'est l'accident de travail. Comment on appréhende l'accident du télétravailleur? Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du principe d'égalité par rapport aux autres salariés. Eh bien, ça va s'exprimer par le fait que le télétravailleur doit, dans les 48 heures, aviser son employeur, et là du coup, par lettre commandée avec AR, donc il informe l'employeur du fait que lui considère avoir été victime d'un accident du travail. Pour autant, il n'y a qu'une présomption simple d'accident du travail. C'est-à-dire que l'employeur va pouvoir combattre ce caractère professionnel, cette présomption, s'il estime que l'accident a eu lieu, une cause étrangère au travail. Et d'où l'intérêt, par exemple, de fixer des plages horaires d'exercice de l'activité pour essayer de démontrer que finalement, tel accident n'a pas eu lieu, parce que normalement, un accident du travail pour un salarié lambda, c'est un accident qui a lieu au lieu de travail et pendant le temps de travail. Là, c'est plus compliqué de déterminer le temps de travail, d'où l'utilité de définir ces plages horaires. Voilà. Alors, le fait d'écarter et de combattre cette présomption n'est pas forcément très très simple en pratique, mais enfin, malgré tout, c'est quand même prévu par le législateur. Voilà. Donc ensuite, c'est vrai que l'épreuve des circonstances de l'accident, c'est toujours plus compliqué que pour un salarié lambda. Est-ce que vous avez des questions sur l'organisation du télétravail? Il y avait une dernière question par rapport au coût. Hmm? C'était encore si le salarié télétravaille dans un espace de coworking avec location d'espace, Oui. les coûts de location sont bien pris en charge par l'employeur? Je suis désolée, ça a coupé à un moment donné. C'est les cotisations? C'est par rapport à si le salarié est dans un espace de coworking ou de télétravail, est-ce que c'est bien pris en charge par l'employeur le coût de la location? En principe, j'aurais tendance à dire que oui, puisque lui qui doit mettre le salarié en mesure d'exécuter sa prestation de travail. Donc en général, oui, c'est lui qui prend en charge directement le coût de la location de l'espace. Merci, il n'y a pas d'autres questions pour le moment.
Pas d'autres questions? D'accord. Alors, au-delà du volet purement juridique, l'un des freins qu'on a constaté au niveau des structures, hein, ça peut relever plutôt du management qu'il faut adapter. Et clairement, disons-le, jusqu'à présent, il y avait un vrai problème culturel lié au contrôle managérial. Parce que finalement, il y a une crainte qui est celle de ne pas pouvoir gérer l'activité des collaborateurs non présents dans l'entreprise. Et du coup, en fait, la massification, on parle de massification du télétravail, mais ça va impliquer forcément un changement des pratiques parce que les collaborateurs chez eux, ils sont supposés être beaucoup plus autonomes, beaucoup plus responsabilisés aussi, hein, que les salariés in situ. Finalement, peu importe quand, où, comment les tâches sont réalisées, finalement, aujourd'hui, ce qui compte, c'est que l'objectif soit réalisé. Alors, justement, par rapport à ces craintes de ne pas pouvoir gérer l'activité, bon, clairement, ça nécessite souvent de changer les pratiques. Alors, changer les pratiques, bah, c'est d'abord au niveau des managers, et souvent, ça passe par une formation. Voilà, quelles sont les modalités juridiques du télétravail, voilà, quelles sont mes possibilités à moi en tant que manager d'aller contrôler le travail de les fonctions de mon télétravailleur. Donc ça nécessite voilà, de l'expliquer, les plages horaires, etc. Enfin bref, qu'il soit bien briefé juridiquement. Ensuite, bon, clairement, on est aujourd'hui dans une phase plutôt expérimentale de massification du télétravail. Et les structures qui se disent, ma foi, c'est plutôt une bonne modalité d'organisation du travail, aujourd'hui, testent sur un nombre de salariés réduit, sur des périodes limitées, avec période d'adaptation, avec un constat qui est fait au bout de quelques semaines. Et si, ma foi, ça ne satisfait pas la structure, on peut mettre fin à la période la modalité de télétravail. Donc le suivi, parfois en partenariat avec les institutions représentatives du personnel, ce suivi est instauré et ça permet voilà, de faire en sorte que ça soit du gagnant-gagnant pour les deux parties, que ce soit le salarié ou que ce soit la structure. Et effectivement, aujourd'hui, surtout aux managers, que la difficulté se pose parce qu'on passe finalement d'un management où on peut contrôler le temps de travail, donc le présentéisme, et on est obligé de contrôler maintenant, de passer à un management d'objectifs. Voilà, si le travail est fait à l'issue de là ou les journées de télétravail, si ce travail a été fait de manière hachée, en faisant goûter les enfants ou en regardant un épisode sur Netflix, et ben finalement, c'est pas si grave. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui finalement est compliqué. Ouais. Est compliqué, et c'est compliqué pour les managers, et je pense que ça va être aussi compliqué à gérer, et c'est peut-être le slide suivant pour les collaborateurs eux-mêmes. On a finalement j'allais dire peut-être deux risques principaux. Le salarié en télétravail qui finalement ne veut tellement pas perdre son télétravail, qui va travailler, j'allais dire, deux fois plus que s'il était à l'entreprise. Il va se reconnecter le soir, voilà. Et le salarié qui, peu à peu, peut avoir du mal à se mobiliser et à remplir ses objectifs, pas de manière forcément consciente, mais
le matin, il va se connecter le premier jour à 9h, le deuxième jour à 9h05, le troisième jour à 9h10, et puis finalement, de fil en aiguille à 10h. Et une difficulté à reprendre un rythme normal. D'où l'intérêt de la période d'adaptation. Oui, c'est ça. Effectivement, qu'on préconise pour vérifier la compatibilité du télétravail avec l'organisation du travail, avec les compétences techniques aussi de la part du salarié. Et comme tu le disais, effectivement, c'est plus un travail par objectif que du simple présentéisme. Et effectivement, ça nécessite en interne d'avoir bien réfléchi à la question. On vous préconise donc de mettre en place dans les accords collectifs, voire dans les contrats de travail, la clause de réversibilité qui permet de mettre fin de façon sécurisée au télétravail moyennant le respect d'un délai de prévenance minimum, on va dire, tout dépend du nombre de l'expérience en télétravail. Si le télétravailleur, si c'est vraiment une expérimentation sur quelques mois, une semaine, voire un peu plus si le télétravailleur est en place depuis plusieurs années. Et puis également, n'oubliez pas que mettre en place du télétravail, ça va induire une obligation supplémentaire. Donc la fameuse obligation d'un entretien annuel sur télétravail. Ensuite, aujourd'hui, les entreprises se rendent compte quand même qu'il faut faciliter l'intégration du salarié quand même à la communauté, parce que finalement, l'association, l'entreprise est une communauté. Et du coup, il faut éviter la perte de sociabilité du télétravailleur, le risque d'isolement, de sentiment de mise à l'écart. Donc, systématiquement, prévoyez des rencontres avec la hiérarchie, alors un référent, c'est dans des structures peut-être un peu plus étoffées, systématiquement l'accès aux activités sociales, l'arbre de Noël, etc., etc. Donc, il faut vraiment que le responsable hiérarchique veille à assurer un contact régulier avec le télétravailleur et à ce qu'il y ait des réunions d'équipe, on va dire en présentiel, auxquelles évidemment le télétravailleur va participer, qui soient organisées. Donc il faut, et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, finalement, on se rend compte que les télétravailleurs sont aussi efficaces, aussi rentables individuellement qu'un travailleur lambda. Par contre, les entreprises sont en train de se rendre compte que finalement, le rendement collectif n'est peut-être pas forcément au rendez-vous lorsque beaucoup de salariés sont partis en télétravail. Alors, il y a bon nombre d'études qui sont en cours, mais c'est un point. Alors, finalement, la révolution du télétravail dont on nous parle, il n'est pas certain qu'elle soit vraiment au rendez-vous, et notamment, il est peu certain que les entreprises imitent finalement ce que font aujourd'hui un certain nombre d'entreprises, les GAFA, qui finalement veulent mettre en télétravail un peu tout le monde, quoi. Donc, voilà, c'est un certain nombre de points qui nous paraissaient utiles ensuite en termes purement de management à prévoir pour vous éviter des déboires par la suite si vous voulez pérenniser le télétravail dans vos structures. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous pouvez brancher vos micros pour partager avec nous vos expériences de télétravail, puisque depuis 3 mois, on a tous globalement vécu 2 mois de télétravail au minimum. Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce qui serait Bonjour. exportable? Bonjour. Bonjour. Donc moi, Donatien Daude-Cloc, je suis directeur d'une MJC Théâtre sur Grenoble. Et du coup, on a dû donc basculer en télétravail pas mal de nos activités, notamment d'accompagnement à la scolarité. Moi, j'ai essentiellement des questions. Je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard, donc peut-être que vous les avez traitées en amont, sur la prise en charge du coût du matériel, de l'accès Internet et éventuellement des locaux partagés. Est-ce que l'employeur est dans l'obligation ou c'est quelque chose qui doit être négocié en amont
de la mise en place du télétravail? Parce qu'on a Alors, rencontré nous, des problèmes techniques de cet ordre-là, avec des gens qui ont fait avec leur matériel, parce que moi, je n'avais pas de matériel à fournir. Ceux à qui j'ai fourni le matériel, mais ça ne marchait pas. Enfin voilà, donc tous ces genres techniques. Est-ce que c'est bien l'employeur qui continue d'avoir la responsabilité des moyens de travail et du coup qui doit mettre à disposition obligatoirement? Et tant qu'on ne les a pas, du coup, on ne peut pas mettre en place de télétravail. on a effectivement évoqué cette question en cours d'explication. Est-ce que le cas échéant, pour pas qu'on revienne pour ceux qui l'ont suivi, vous pourriez laisser vos coordonnées au DLA qu'on vous rappelle sur ce point-là? Ça vous embête? Je mets dans la discussion mon portable et mon mail. Super. Parce que vous n'étiez pas le seul à avoir pas mal de questions. Ouais, sur la prise en charge en particulier, oui. Voilà, sur la prise en charge. Alors, sur l'entretien, on n'en a pas parlé beaucoup. Par contre, sur l'entretien, effectivement, c'est à l'employeur d'assurer l'entretien du matériel, d'assurer que tout fonctionne et que si le salarié se trouve un jour en panne de matériel, d'organiser un support informatique qui puisse l'aider. Sinon, si la journée est perdue du fait, alors effectivement, d'une connexion à distance qui n'arrive pas à être organisée parce que le système informatique mis en place par l'employeur est défaillant, c'est une journée qui sera considérée comme travaillée. Ok. Étant précisé qu'il y a un point sur lequel on n'a pas beaucoup insisté avec David, mais on ne peut pas parler, enfin, c'est un sujet qui reste assez vague, c'est celui de la protection des données personnelles auquel il faut être vigilant puisque le travail à distance conduit parfois à échanger des données qui sont confidentielles et donc il faut s'assurer de ce que les communications et le stockage soient protégés. Du coup, moi, excusez-moi, Jérôme Reynaud, donc pour en venir à mon histoire avec le CSE, parce que moi, du coup, on a carence. Donc pour la mise en place, si j'ai bien compris, une charte suffirait au final. Voilà, il n'y a pas d'accord collectif et après, ça suffirait quoi en fait. Oui. Ok. Alors Très bien. ensuite, vous avez combien de salariés? On est à 21 salariés. 21 salariés, oui, Enfin d'accord. non, en ETP, 16 ETP, pardon. Mais il y a PV de carence. Il y a PV de carence, oui. Il y a PV de carence. Oui. Parce qu'ensuite, vous pouvez très bien aussi négocier des accords collectifs, oui. Alors vous êtes non, moins de 20, enfin vous êtes plus de 20 justement. Donc c'est pas directement avec les salariés. Donc oui, effectivement, vous passeriez par la charte. D'accord, ok. Je vous remercie. Compris. Est-ce que d'autres questions, des partages d'expérience sur ce qu'a changé cette période de confinement? Est-ce que du coup, ça vous a fait évoluer vers le télétravail? Ouais, quel est votre sentiment aujourd'hui? Donatien, là, toujours. Donc, nous, ça a été plutôt favorable parce qu'effectivement, maintenant, il y a plus de gens qui veulent télétravailler. Avant, il n'y avait que les responsables qui voulaient télétravailler. Après, on a une vraie question qui est ce que vous avez abordé tout à la fin, là, sur le contrôle du travail. Oui. Parce qu'on a aussi donc, des gens. Bon, moi, je suis une entreprise, il y a 10 salariés, 9,5 équivalents temps plein. On a un CSE. Le CSE était plutôt favorable, mais on n'a pas eu le temps de mettre en place tous les accords, parce que ça s'est fait un peu au dernier moment. Enfin, voilà. Même si on a maintenu un CSE à distance et que j'avais leur accord de principe, on n'a pas eu le temps de signer tous les papiers et de mettre en place comme il aurait fallu. Donc, du coup, là, on est dans un truc complètement illégal pour l'instant, mais on va le formaliser. Mais du coup, il y a une vraie volonté, en tout cas des salariés, qui vont faire monter au CSE la volonté d'avoir du télétravail permanent pendant l'année. Ah oui, carrément permanent. Eux, ils souhaitent du télétravail permanent. Alors, sur un jour par semaine, par exemple. Oui, ça, Ah ça a été. d'accord, ok. Voilà. De dire que tout le monde a le droit à un jour par semaine de télétravail, quel que soit le poste. Alors bon, après, pas les femmes, pas les personnels d'entretien, il y a des D'accord. postes qui Bien ne sont sûr, pas il y a des adaptés, tâches mais par définition qui ne sont pas télétravaillables, bien voilà, sûr. voilà.
est-ce que dans d'autres associations, justement, il y a une volonté aujourd'hui des salariés de continuer en télétravail et dans quelles conditions? Il y a une question qui a été posée là sur les salariés. Ont-ils le droit de ne pas respecter les horaires habituels de travail lorsqu'ils sont en télétravail? Alors ça, c'est une vraie question parce que c'est une vraie incompréhension. Certains salariés veulent télétravailler en raison de la souplesse que accorde ce mode d'organisation du temps de travail. Aller chercher mes enfants à l'école, revenir, reprendre mon travail, etc. Pour autant, il faut que le salarié reste joignable et que le reste de l'équipe puisse, et les clients et les partenaires puissent contacter le collaborateur à des horaires classiques. Alors, soit on imagine que le télétravailleur réalise son temps de travail classique chez lui, mettons 9h, midi, 14h, 18h. La seule chose qui change, j'allais dire, c'est finalement le télétravail, le fait de travailler d'un autre lieu que celui d'entreprise. Soit on convient d'horaires qui sont, enfin, j'allais dire de plages impératives et puis d'une certaine latitude. Mais je crois qu'il faut quand même fixer, on a parlé tout à l'heure d'accords individuels, qu'il faut dans tous les cas, qu'on soit dans le cadre d'un accord collectif, d'une charte ou d'un contrat de travail, je crois qu'il faut quand même fixer les règles. On n'est pas obligé de respecter nécessairement dans cet avenant-là de télétravail les heures d'entreprise, mais par contre, il faut qu'il y ait des heures pour qu'ils soient joignables. Moi, je veux partager mon expérience. Nous, on a eu une vraie difficulté dans les 15 premiers jours les 15 derniers jours de mars, donc les 15 premiers jours de télétravail. Moi, j'ai des télétravailleurs qui ont travaillé 53 heures dans la semaine, Ouais. la nuit, le jour et tout ça. Et du coup, j'ai fait un mail tout de suite en disant que c'était pas possible, interdit, en rappelant que les règles du contrat de travail et des horaires de travail, et surtout notamment des temps de repos, des périodes de pause, devaient être respectées. Alors, ça a été très mal pris, mais je les ai contraints à ça. Du coup, ça a bloqué un peu l'initiative au départ. Mais du coup, là, maintenant, ils s'y retrouvent. À la longue, ils ont trouvé que c'était bien d'avoir eu des pauses, de pouvoir avoir des week-ends et de dormir la nuit, quoi. Et c'est des choses qui sont compliquées. Certaines entreprises ont été obligées d'imposer la déconnexion comme vous l'avez fait et de voir bloquer informatiquement la possibilité de se connecter le soir, par exemple, après 21h. Alors, ça a entraîné pareil, des difficultés puisque les salariés disaient l'avantage du télétravail, c'est voilà, de pouvoir… alors, je donne cet exemple, ça fait 3 fois que je le donne, mais de pouvoir aller chercher ses enfants à l'école, aller faire goûter, faire les devoirs et s'y remettre après. Donc, si vous m'imposez de me déconnecter à 20h30, moi, je n'ai pas le temps de finir ma journée. Mais il faut quand même des règles parce que, comme l'a dit Maître Arnaud tout à l'heure, au bout du bout, c'est quand même l'employeur qui est responsable du contrôle du temps de travail et du respect de la réglementation du temps de travail. Donc peut-être que le collaborateur qui est allé chercher son enfant, l'a fait manger, a donné le bain, a fait la soupe et les a couchés et qui s'y est remis de 20h à minuit, peut-être que cette journée-là, il a fait une journée normale, classique, sauf que le lendemain, quand il a recommencé, peut-être qu'il n'a pas eu son repos du coup. Ouais. Et ça, c'est de votre responsabilité. Et ça peut être opportun, justement, dans les contrats de travail ou les avenants à contrat de travail, de bien préciser, donc, effectivement, il y a des plages de disponibilité qui sont fixées et que, certes, le salarié a une certaine latitude pour organiser son temps de travail, du fait qu'il est chez lui pour accomplir la mission. Pour autant, parfois, on va jusqu'à exiger de la part des salariés d'avoir l'autorisation express du hiérarchique pour justement travailler en dehors des plages de disponibilité qu'on a préalablement fixées. Donc, on essaie à l'avance d'éviter ce problème de surcharge de travail. Mais là, en l'occurrence, vos salariés qui ont travaillé, vous m'avez dit, je crois, à peu près 50 et quelques heures par semaine. Oui, c'est ça. Bon, mais
ils n'étaient pas habitués au télétravail. Ça a été mis Pas en du tout. place. Voilà. À distance. Oui, Ça a mais été mis en place à distance. Ils n'avaient pas forcément des outils parce qu'au début, j'avais pas de portable, donc voilà, mettre à disponibilité. Donc, ils ont utilisé leur ordinateur personnel. Comme il y avait des enfants qui faisaient de l'école à la maison, bah, ils ne pouvaient pas utiliser dans la Oui. journée. Enfin, il y avait des bonnes raisons à chaque fois. Ils n'ont pas voulu faire mal, mais oui, je comprends bien. Mais vous mais avez eu le bon réflexe de leur dire à un moment donné, non, là, ça ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Effectivement, vous dépassez, vous outrepassez les durées maximales de travail. Donc, voilà, là, vous avez eu le bon réflexe de leur rappeler que finalement, la durée de travail, elle est identique à celle qui était applicable avant le confinement et lorsqu'ils arrivaient, ils travaillaient, pardon, sur site. Et le confinement a permis aussi de mesurer que certaines tâches, en fait, prenaient beaucoup plus de temps en télétravail qu'en travail normal. Je pense à une société qui design des produits. Vous allez me dire, ben oui, le design, c'est hyper simple, hein, chacun est derrière son écran, donc le télétravail n'a pas dû poser de problème. En réalité, les salariés ont explosé leur temps de travail pour finalement pas faire plus que d'habitude parce que en entreprise, lorsqu'ils sollicitaient leurs collègues pour intervenir sur un de leurs projets, tiens, regarde ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu en penses, toi tu ferais quoi, ben, sur tel point, comment tu ferais, ça allait très vite. C'est en open space, ça allait très vite. Or, ben là, il fallait faire un partage d'écran, bon, etc. Et donc, à la fin, pour le même travail, on a facilement eu des dizaines d'heures supplémentaires de compter. Donc ça aussi, l'expérience qu'on a tous vécue nous permet, alors nous a fait faire un bond technologique assez important pour certains d'entre nous, moi la première, mais ça nous a permis aussi de s'apercevoir que certaines tâches, euh, même si elles nous permettent même si elles sont possibles avec, informatiquement, prennent plus de temps et du coup nous conduisent à vite dépasser notre temps de travail normal. D'où l'intérêt de toutes ces commissions de suivi, de tous ces points, etc. Est-ce que vous avez d'autres retours d'expérience? Autre question, si un planning est fait avec un nombre d'heures fixé pour chaque jour, le salarié peut-il, de son propre chef, les dépasser et l'employeur obligé de les prendre en compte? Alors là, on doit être dans l'hypothèse d'un salarié qui n'a pas conclu de convention de forfait jour. Non, normalement, le salarié ne détermine pas de lui-même ses horaires de travail. Il est tenu par les horaires prévus initialement. Par contre, effectivement, ça c'est le principe. Les heures supplémentaires, c'est les heures qui sont demandées par l'employeur. Et donc, le salarié n'a pas à faire d'autorité des heures supplémentaires. Par contre, si pendant 3 mois, il fait des heures supplémentaires, qu'il vous envoie des plannings et que vous ne protestez pas, quelque part, ça veut dire qu'il y a un accord tacite sur cette pratique. Et ça sera très dur de dire après, non, je n'étais pas d'accord. Ouais. Il faut opposer un refus très rapidement quand même à ce genre de demande. Et rappeler les règles applicables, la durée de travail reste la même, pour éviter effectivement de devoir payer les heures au titre du régime des heures supplémentaires. Donc là, un dépassement, je crois qu'il faut demander un justificatif. Hein. C'est difficile au premier dépassement de ne pas payer. Pour répondre à votre question, David, la question c'est si le salarié dépasse de son propre chef, l'employeur est-il obligé de les prendre en compte? Donc, si c'est un premier dépassement, c'est difficile de ne pas les payer, de pas payer ce dépassement. Par contre, il faut rapidement dire OK, bon, pour cette fois, il faut se renseigner, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pourquoi ça, voilà. Vérifier la raison de l'éventuelle surcharge de travail
Voilà. Mais pour autant, ensuite, être ferme sur le fait que ces heures ne doivent pas être réalisées de son propre chef par le salarié. Ensuite, ça peut peut-être aussi dire de réfléchir, comme disait Lucie tout à l'heure, de réfléchir à ce qui peut être réalisé dans le laps de temps, dans la durée de travail, en fonction voilà, des contraintes liées au télétravail et au fait qu'une tâche qui prendrait 1 heure sur site peut peut-être prendre un peu plus de temps au domicile, éventuellement. Et donc de réfléchir ensuite aux tâches qu'on demande aux télétravailleurs d'effectuer pour justement éviter cette question de la surcharge de travail et des dépassements des durées limites de travail. D'autres questions? Est-ce que globalement, ça a été plutôt, alors on a vécu des périodes un peu compliquées, mais est-ce que c'était plutôt positif ou pas pour ceux qui l'ont vécu? Est-ce qu'ils veulent continuer? Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous voulez arrêter? Est-ce que vous voulez le développer? Soyez pas timide. Bonjour. Moi je dirige un centre social d'une vingtaine d'équivalents salariés en équivalent temps plein. Moi je suis en forfait jour et j'ai pratiqué le télétravail de façon un petit peu informelle depuis pas mal de temps parce que j'habite assez loin de mon lieu de travail, qui plus est en montagne, donc c'est pas toujours évident. Et donc jusqu'à là c'était de façon informelle, et puis pour certains dossiers c'est vrai que quand on a des gros travaux à écrire, notamment des textes à écrire ou beaucoup de chiffres à aligner sur des tableaux Excel, j'avance 3 fois plus vite quand je suis chez moi tranquille que déranger toutes ces 3 minutes dans mon bureau. Donc c'est vrai que pour ce genre de truc, moi je trouve ça vraiment bien de pouvoir faire du télétravail. Les salariés, par la directrice adjointe qui aimerait bien faire une journée de temps en temps, mais qui est déjà à temps partiel en travaillant 1 semaine 3 jours, 1 semaine 4 jours. Donc du coup, on se dit bah si on va plus beaucoup la voir, quoi, c'est un peu compliqué. Oui. Voilà. Et puis quant aux autres salariés, tous les animateurs, leur truc, c'est ce qu'ils ont tous dit, c'est nous notre boulot, c'est pas d'être chez nous, c'est d'être avec les gens. Et Oui. j'étais super content. Ils avaient qu'une hâte, c'était de reprendre le boulot sur site le plus vite possible. J'étais plutôt en train de freiner parce que ils sont quand même un petit peu entassés dans les bureaux, donc c'était pas évident. Voilà, mais c'était plutôt. Non, nous, c'est pas notre job d'être derrière un ordinateur chez nous, quoi. C'est pas ça. Donc pour les animateurs. Ils n'en ont pas tiré un bilan très très Non. positif, quoi, Non. finalement, parce que souvent les gens disaient finalement les frais, enfin les temps de déplacement qui nous sont de ce fait-là qu'on peut éviter, et puis un équilibre vie personnelle, vie professionnelle un peu mieux assuré. Mais effectivement, ce caractère collectif, un bon nombre de salariés veulent continuer, mais le bon nombre, effectivement, c'est une petite majorité, et dans un certain nombre de cas, ouais, on se rend compte que le collectif, ça a une importance quand même réelle aux yeux des salariés. Hein, Bah, surtout dans nos métiers, quoi. Enfin bon, oui. bon, c'est vrai que quand on choisit boulot dans l'animation, c'est pas pour passer son temps derrière un ordinateur quand même. Enfin, c'est pas. Ah, C'est pas des profils ouais, qui sont très demandeurs du coup. Bon, par contre, moi j'ai toujours toléré, s'il avait justement un dossier, le rapport d'AG ou des choses comme ça à écrire, moi je l'ai toujours toléré qu'ils puissent travailler un petit peu chez eux si ça les arrangeait. On s'était fait de façon un petit peu informelle comme ça, où là actuellement on n'est pas très bien équipé pour tout ce qui est visio. Donc quand on a des visios, quand ils ont des visios, des réunions, parce qu'il y a encore pas mal de réunions qui se font avec des partenaires en visio, bah, des fois c'est plus pratique qu'ils le fassent chez eux que sur place, quoi, pour les visios. Déjà, ils sont à plusieurs dans des petits espaces, donc c'est quand même plus facile comme ça. Voilà. Merci. Très bien, merci à tous. Est-ce que vous avez d'autres